Un bref tintement s'éleva du silence et s'étira de plus en plus haut, comme si l'air lui-même était tendu. Les pigeons sur les toits tressaillirent. Les drapeaux flottaient dans les cours étroites. Le son provenait de la cloche de la tour de Saint-Germain-l'Auxerrois, et beaucoup pensèrent que c'était l'appel habituel de l'aube. Mais des gens se dirigeaient déjà vers les portes avec des torches, et certaines portes étaient marquées à la craie. L'Europe dormait encore, tandis que Paris s'éveillait lentement dans une nuit qui allait devenir un souvenir étranger et une peur étrangère. Bonjour, écrivez-moi d'où vous regardez cette vidéo. Il est important pour moi de comprendre jusqu'où cette histoire se répand. Laissez-le dans les commentaires et bonne écoute. Dans la maison du relieur, dans une rue étroite où les fenêtres donnaient directement sur les murs des voisins, une petite fille se réveilla. Elle s'appelait Anna. Elle alluma habilement le feu pour réchauffer la soupe qui restait de la veille et pensa au retour de son père du quai. Il avait promis d'acheter du papier frais aux marchands ambulants s'ils n'étaient pas ruinés. Sur la table se trouvait un petit sac contenant du fil et une aiguille fine, à côté d'un vieux couteau pour couper les bords. La maison respirait la pauvreté habituelle. Propre, exiguë, les affaires à la vue de tous, chaque objet à sa place. À l'autre bout du quartier, un jeune homme nommé Guillaume se réveilla dans une autre maison, grande, en pierre, avec une porte sculptée. À l'intérieur, il y avait de l'espace et un sol froid. Le domestique avait laissé un pourpoint sur une chaise, un bol de pain et une cruche d'eau sur la table. Guillaume étudiait chez son riche parrain, mais sa situation était précaire. Il était en quelque sorte issu de la noblesse, mais provincial, avec une bourse vide et une famille dont on préférait taire l'origine. Il avait les ongles encrassés d'encre et un caractère obstiné hérité de sa mère, qui lui avait un jour chuchoté que le travail n'était pas une honte, mais un moyen de gravir les échelons. Le matin tardait à venir. Sur la place près de l'église, le jeune Jean traînait. On le connaissait comme l'apprenti du boucher, que personne ne respectait. Trop bavard, trop maigre, trop pâle. Jean portait l'eau, nettoyait les couteaux, allumait les feux sous les chaudrons à Saint-Doux. On se moquait de lui, on lui jetait des mégots de vigne qui servaient à allumer les feux. Il avalait ses humiliations en silence et écoutait les cours. Il avait l'oreille fine. Parfois, il s'arrêtait près des tours où sont suspendues les cloches et distinguait comment le vent modifiait le son du métal. Dans son enfance, il aidait un artisan qui réparait les cloches et avait appris à comprendre leur comportement. C'était son savoir secret, dont personne n'avait besoin, jusqu'à ce qu'on lui pose la question, et on ne la lui posa pas. Paris vivait à moitié dans la joie du mariage, à moitié dans l'inquiétude. Tout récemment, 2 religions s'étaient unies dans un même mariage, et la ville respirait tantôt l'espoir, tantôt la colère. On disait que la ville était lasse des grands discours et ne croyait plus au sourire. De petites marques sont apparues sur les portes de certaines maisons où l'on priait d'une nouvelle manière.
Tout le monde n'y prêtait pas attention. Certains pensaient que c'était un jeu d'enfant, d'autres un ancien signe d'artisanat. Dans la pénombre de l'atelier, Jacques, le relieur et père d'Anna, triait des livres. Ses doigts parcouraient les dos avec assurance, comme sur une route familière. Anna l'aidait sans poser de questions inutiles. Elle remarqua une nouvelle marque de craie sur la porte voisine. Jacques expliqua que le concierge aimait faire des marques lorsqu'il comptait les fenêtres pour collecter des fonds pour le toit. Et il balaya la remarque d'un geste de la main. Anna réfléchit et effaça la craie avec sa main. Mais le lendemain matin, la marque réapparut, accompagnée cette fois d'un point. Elle la montra à son père. Jacques regarda d'un air sombre la tache blanche et dit que quelqu'un faisait une mauvaise blague. À côté, dans la maison du parrain, Guillaume copiait des lignes en latin. Un vieux prêtre, l'oncle du parrain, entra dans la pièce et dit que la nuit risquait d'être difficile et que la cloche n'appelait pas toujours à la prière. Il dit avoir entendu des rumeurs au marché. Quelqu'un murmurait à propos de listes, de cours, de gens armés d'arbalètes. Il demanda à Guillaume de ne pas quitter la maison. Guillaume acquiesça, mais il avait autre chose en tête. Aujourd'hui, dans les bas-fonds, on distribuait une nouvelle série de papiers sur lesquels reposait l'atelier de Jacques. Sans ces papiers, le relieur ne pouvait pas survivre, et les dettes du parrain envers les gens de cette rue ne cessaient de croître. Jean se retrouva avec entre les mains ce qu'il cherchait à éviter, un colis. Un passant vêtu d'un long imperméable le lui remit, en disant qu'il était destiné à la maison du relieur et qu'il ne contenait que des ficelles pour la couture. Le colis dégageait une odeur étrange. Ce n'était ni du cuir, ni de la résine, mais une légère odeur aigre, semblable à celle d'un appât à rat à base de vinaigre. Jean porta le colis dans les ruelles étroites et remarqua 2 personnes vêtues de manteaux identiques qui marchaient devant lui et posaient de la craie sur les portes. Il se souvint que les marques apparaissaient toujours la nuit, alors qu'il faisait encore jour. Il se cacha derrière un tonneau et vit l'un d'eux toucher rapidement le cadre de la maison de Jacques. Jean changea de chemin. Anne rencontra Jean à l'entrée, prit le paquet, le remercia et le posa sur la table. Jean s'apprêtait déjà à partir, mais il remarqua une fine couture sur le cuir du paquet. Il se souvint que le boucher cachait des morceaux de lard dans la cendre pour que les chats ne les volent pas, et qu'il faisait la même couture. Jean dit à Anna qu'il valait mieux ne pas ouvrir le paquet sans avoir d'eau à proximité. Anna ne comprit pas, mais apporta un seau. Jean coupa la couture avec un couteau à livre. Le cuir s'ouvrit et, au lieu de cordes, 2 petites cruches en argile enveloppées de fils s'en tombèrent. L'un avait un col épais et sentait l'aigre. Jean reconnut le mélange utilisé pour traiter les peaux afin d'éloigner les parasites. Dans une maison exiguë, une telle odeur trahit les habitants du quartier à tout le quartier. Le 2e petit pot était vide, mais de minuscules grains métalliques brillaient au fond. Jean dit à Anne que ce n'était pas une plaisanterie. Il dit que quelqu'un voulait marquer la maison avec plus que de la craie. Il retira délicatement les grains,
les frotta dans sa paume et comprit qu'il s'agissait de plomb de chasse. Il se souvint des voix au marché qui disaient que cette nuit-là, il y aurait beaucoup de chasseurs dans la ville. Anne pâlit. Jacques entra en entendant du bruit et vit le contenu du paquet. Il s'excusa auprès de Jean de ne pas avoir immédiatement compris le danger. Il dit que le garçon avait bien fait. La peur s'était installée dans leur maison, mais avec elle, l'ordre. Jacques ordonna à sa fille de déplacer la bibliothèque afin de fermer la niche intérieure dont seules 2 personnes connaissaient l'existence, lui et la vieille sage-femme qui vivait depuis longtemps à la périphérie. Dans la niche se trouvait un petit sac contenant des lettres attachées avec un ruban bleu et une petite planchette en bois sur laquelle était gravé un symbole. La moitié d'un blason, brisé en diagonale. Le crépuscule tomba rapidement. Les cloches du soir se mirent à sonner longuement. Mais quelqu'un frappa le métal différemment, et la note devint un ordre. Des torches s'allumèrent dans les rues, et il était impossible de savoir qui arrivait, les gardes ou d'autres troupes. Là où les portes étaient marquées à la craie, des cris retentissaient. La cloche de Saint-Germain-l'Auxerroux semblait compter les minutes. Jean se dirigea vers la tour. Ses jambes trouvèrent d'elles-mêmes le chemin à travers les cours familières. Il comprenait que s'il était possible d'alerter la rue d'une manière ou d'une autre, ce ne pouvait être que par le son. Il se souvint du vieux maître sonneur de cloches, qui lui avait appris que le son pouvait être produit de manière à ce que les gens comprennent que le danger était proche. Jean se fraya un chemin jusqu'à la porte de service et appela le gardien qu'il connaissait. Celui-ci était ivre et ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais il lui donna un trousseau de clés. Jean lui dit que la cloche n'avait pas commencé à sonner le bon signal et qu'il fallait changer le rythme des coups pour que les gens comprennent qu'ils devaient se cacher et ne pas courir vers la place. Le gardien fit un geste de la main et Jean monta l'escalier. À ce moment-là, Guillaume, désobéissant à l'ordre, se dirigeait vers la maison de Jacques, serrant contre sa poitrine un paquet de papiers. Il l'avait acheté en secret à des gens que son parrain ne supportait pas, mais qui savaient se procurer des choses rares. Guillaume craignait que si le relieur perdait son papier, une autre maison honnête disparaîtrait de la ville, et avec elle, Anne, qu'il avait aperçue un jour dans une librairie et qu'il gardait depuis lors à distance dans son esprit. Il se souvenait de la tache de naissance en forme de croissant de lune sur sa main. Il en avait déjà vu une similaire chez sa mère. Il avait mis cela sur le compte d'un jeu de regard, mais l'image ne le quittait pas. Beaucoup de choses se jouaient aujourd'hui, et il voulait rembourser une dette vague mais forte. À Saint-Germain-l'Auxerrois, Jean atteignit les cloches et commença à changer la cadence des coups. Il remarqua que l'air s'était refroidi en bas, que les gens commençaient à fermer leurs volets. Mais là où les portes étaient déjà barricadées, il se passait autre chose. Les troupes sélectionnaient ceux qu'il fallait emmener et les entraînaient vers le quai. Près de la maison de Jacques, des hommes portant des brassards colorés apparurent au coin de la rue,
L'un d'eux portait un crochet servant à ouvrir les volets lourds. Anna et son père ont eu le temps de cacher les lettres et la planchette dans une niche. Jacques a dit à sa fille que si nécessaire, elle devait courir chez la sage-femme à la périphérie du village. Celle-ci savait où se cacher sous la cuisine du monastère. Anna demanda pourquoi il gardait ces lettres depuis tant d'années. Jacques répondit que c'étaient des mots écrits par une personne il y a de nombreuses années et que ces mots apporteraient un jour une réponse. Il n'eut pas le temps de s'expliquer davantage. On frappa à la porte avec un crochet. Les planches gémirent. Anna se blottit contre le mur. Jacques prit un lourd presse-papier en bois, comme ceux qui servent à presser les reliures. À ce moment-là, Guillaume apparut dans le couloir. Il passa par la porte de service, qu'il connaissait depuis son enfance, lorsqu'on l'amenait ici pour chercher des livres. Il posa le paquet de papier sur la table et dit qu'il était venu aider. Jacques voulut s'indigner de la présence d'un étranger à cette heure-là. Mais il vit sous le pourpoint de Guillaume une chemise de travail grossière, dont les manches étaient éclaboussées d'encre. C'était étrange pour un jeune homme issu d'une famille riche. Guillaume conduisit Anna avec assurance vers une niche avec un escalier. Dans les vieilles maisons, il y a toujours un passage sous le plafond, où l'on stockait autrefois le grain. Il dit qu'il avait vu des artisans y cacher des enfants pendant les rafles. Anna et Jacques montèrent et fermèrent la trappe avec un tapis. Les gens dehors frappaient à la porte. L'un d'eux dit qu'on avait vu des visiteurs indésirables ici, un autre que la porte était marquée, ce qui signifiait que la maison devait être inspectée. Ils firent irruption, se mirent à renverser les tables, à retirer les livres des étagères, à déchirer les reliures. L'un d'eux donna un coup de botte dans un paquet de papier. Le paquet s'est déplié, et les feuilles sont tombées par terre. Certaines portaient des filigranes provenant de la même cour où travaillait autrefois la mère de Guillaume. L'un des assaillants remarqua le cachet sur l'une des feuilles et recula. Le cachet appartenait à la famille du parrain, qui avait des relations au sein de l'administration municipale. Il dit aux autres que c'était peut-être la maison où travaillaient des personnes qu'il ne fallait pas toucher pour l'instant. Ils se mirent à s'embrouiller dans leurs propres paroles, ce qui procura un moment de silence. Pendant ce temps, Jean continuait à frapper le métal selon son dessin. Il modifia les poses, ajouta une technique rare qu'il n'avait entendue que de la bouche du vieux maître. 2 courtes, une longue, une pause. En bas, les gens cessèrent de courir vers la place et se dirigèrent dans la direction opposée, vers les cabanes basses près du mur. Là, dans les passages étroits, il était plus facile de disparaître. Jean vit les cavaliers se précipiter pour trouver d'où venait ce son inhabituel. Il comprit qu'il fallait partir. En descendant, il heurta un homme vêtu d'un simple manteau qui tenait dans ses mains un paquet scellé d'un cachet brun. Celui-ci lui dit qu'il était venu à la tour pour remettre un message à un domestique et qu'il était dangereux de rester en bas. Il ajouta qu'il se rendrait dans la cour du monastère,
où les fours à pain ne s'éteignaient pas la nuit. Jean n'y prêta pas attention, mais il mémorisa le visage de l'homme et le sceau sur le paquet. La moitié du blason semblait avoir été arrachée de la cire. Dans la maison de Jacques, la confusion fit place à la recherche. L'un des assaillants se mit à crier qu'il avait entendu un jour le parrain du garçon de cette maison dire que le relieur avait des lettres qui déplaisaient à quelqu'un. Il fouilla les coins, mais c'est un autre qui remarqua la trappe sous le tapis. Celui-ci s'est étiré, mais à ce moment-là, Guillaume s'est avancé et a redressé son pourpoint afin que tout le monde puisse voir l'écusson cousu dessus, non pas un blason, mais un petit morceau de tissu avec les couleurs de la maison du parrain. Il a dit que dans cette maison, on effectuait des travaux à sa demande, et que le désordre qui y régnait était un coup porté à ceux qui étaient encore capables de mettre de l'ordre dans les papiers pour les ordres. Son geste était assuré, sa voix calme et explicative. Les assaillants hésitèrent. On leur avait dit que ces gens comprenaient mieux les ordres accompagnés d'un blason que les menaces. Ils commencèrent à ranger les objets clairement marqués et laissèrent le reste. L'un d'eux, cependant, souleva le tapis avec sa botte et faillit trouver la trappe. Mais le bruit provenant de la rue le distraya. Des cris et des ordres retentirent. Le détachement partit en promettant de revenir. La nuit tombait. Des couteaux se mirent à briller dans les cours étroites, quelque part à proximité. De l'eau se déversa d'un tonneau. Le vent apporta une odeur de résine brûlée. Anna et Jacques descendirent. Guillaume, épuisé, s'assit sur le bord de la table. Il ôta son pourpoint. Anna aperçut sur sa poitrine une vieille cicatrice, une fine ligne blanche allant de l'épaule aux côtes. Anna avait une tache de naissance en forme de croissant de lune sur le poignet. Elle se souvint que la sage-femme avait dit un jour que ces marques se répétaient à chaque naissance et que la province aimait les mêmes signes. Jacques prit dans ses mains une petite planche de bois qui se trouvait dans la niche et examina le signe gravé. Il vérifia l'encoche au bord et comprit qu'il devait y avoir une deuxième moitié. Il regarda Guillaume et le sceau sur la feuille de papier. Le sceau avait le même dessin, mais entier. Jacques comprit que toutes les pièces d'une vieille histoire étaient réunies dans cette pièce. Il y a de nombreuses années, avant la naissance d'Anna, Jacques apportait des livres à une dame. Elle avait eu un enfant d'un homme dont le nom ne pouvait être prononcé à voix haute. La vieille sage-femme, celle-là même, avait caché l'enfant jusqu'à ce que les disputes s'apaisent et avait remis à Jacques la moitié du blason afin qu'il puisse un jour rendre l'objet à celui qui avait besoin de connaître la vérité. Jacques avait gardé le silence pendant toutes ces années, car la dame avait disparu, et l'enfant, selon les rumeurs, avait été recueilli par son parrain comme un parent éloigné. Maintenant, tout s'expliquait. La moitié du blason chez Jacques, le sceau sur le papier chez Guillaume, le croissant de lune sur la main d'Anna, la cicatrice dont on parlait dans la province
comme la trace d'une chute d'enfant devant la porte d'un inconnu. Jacques comprit qu'Anna et Guillaume n'étaient pas seulement liés par le malheur de cette nuit-là. À ce moment-là, on frappa à la porte d'une manière différente. Un homme vêtu d'un simple manteau entra, celui que Jean avait vu sur la tour. Il posa un paquet brun sur la table. Il dit qu'il venait de la part de la dame qui avait disparu il y a de nombreuses années. Il dit que la dame était morte au couvent pendant l'hiver, mais qu'elle avait eu le temps de transmettre des lettres et des instructions. Si un malheur arrivait à la maison du relieur, il fallait lui venir en aide. L'homme ne révéla pas son nom, mais se présenta comme un confident de la boulangerie du couvent. Il a dit qu'il avait suffisamment de relations pour faire passer plusieurs personnes à travers la cour jusqu'au four, puis jusqu'au quai, où les barges transportant du grain circulaient encore la nuit. Il a ouvert le paquet. Il contenait de l'argent, des lettres et la deuxième moitié de la planchette avec le blason. Les bords correspondaient. C'était le signe d'une parenté dont on murmurait depuis de nombreuses années, mais que l'on n'osait pas nommer. Anna sentit que quelque chose se mettait en place. Jacques acquiesça. Guillaume serra les lèvres avec obstination, mais accepta la réalité. C'était le premier rebondissement qui ne tombait pas sans raison. Chacun d'entre eux avait vu les détails à l'avance. Le sceau sur le papier, la moitié du blason, les paroles de la sage-femme, la cicatrice et la tache de naissance. Le messager dit que le chemin serait court mais risqué et ordonna de partir immédiatement. Il expliqua que la cloche avait donné un signal ambigu aux gens, ce qui avait momentanément déconcerté ceux qui commandaient des troupes. Il dit qu'il fallait profiter de ce répit avant que tout ne revienne à la normale. Anna, Jacques et Guillaume se mirent en route. Ils marchaient le long des murs, passant devant des portes couvertes de craie. Anna mémorisa chaque signe. Dans une cour, elle vit un panier de pain et un petit sac de céréales abandonnés sur le seuil. Elle comprit que des choses aussi simples que le pain et le grain devenaient cette nuit-là des appâts. Ils permettaient de repérer facilement les affamés, qui étaient plus faciles à briser. C'était une horreur quotidienne, sans couteau, seulement avec des appâts et des marques. Le messager accéléra le pas. Dans la cour du monastère, la chaleur émanait des poêles. Les femmes pétrissaient la pâte sans lever les yeux. En les voyant, le messager prononça le nom de la dame décédée pendant l'hiver et décrivit à voix basse le signe sur la moitié du blason. La femme la plus âgée acquiesça et lui donna la clé du portillon latéral qui menait à la rivière. Elle dit qu'elle avait entendu dire que, cette nuit-là, on pouvait se cacher sous les tonneaux de sel sur le quai. Elle ajouta à voix basse que le responsable du port avait peur de contrarier une maison liée au sceau sur les lettres, car ils avaient une dette pour la farine de l'année dernière. C'était une bienfaitrice inattendue qui ne ressemblait pas à une héroïne riche, une femme simple près du fourneau, dont le pouvoir résidait dans le pain et ses relations. Elle avait utilisé son modeste pouvoir pour ouvrir la voie.
Jean est apparu sur le chemin menant à la porte. Il marchait pieds nus, ceint d'une corde. Il a dit que les chasseurs venaient ici parce qu'ils avaient compris le dessein de la cloche et avaient décidé de sécuriser les chemins menant à la rivière. Il dit qu'il connaissait un autre chemin, à travers la place près de l'atelier du clocher, puis par un étroit passage derrière la cave à vin. On l'écoutait avec scepticisme, car c'était le garçon dont tout le monde se moquait. Mais sa voix trahissait sa connaissance du sujet. Il désigna rapidement les corniches, la gouttière cachée le long du mur où s'accumulait la cendre des poêles, et expliqua comment marcher pour ne pas laisser de traces. Il dit qu'il était possible de faire changer à nouveau le motif de la cloche afin d'attirer les gens de l'autre côté. Son plan était simple et clair. La femme âgée, le messager, Jacques et même Guillaume comprirent que ce n'était pas le statut social qui comptait à ce moment-là, mais la capacité d'entendre le métal et de connaître les cours. Jeanne, que personne ne respectait, devint à ce moment-là celui qui menait les autres. C'était un talent caché qui allait à l'encontre du statut social et, en même temps, le chemin d'un héros méconnu. Le garçon de la boucherie devint l'homme dont les actions déterminaient l'issue. Ils furent arrêtés par 2 hommes armés au milieu du passage. Ceux-ci dirent avoir vu des personnes suspectes entrer dans cette cour. Le messager présenta un paquet contenant des lettres et un sceau. Il dit qu'il était mandaté et que ces personnes étaient des artisans sans lesquels il n'y aurait ni décret ni compte le lendemain. L'un des hommes armés sourit et leva sa torche, s'apprêtant à regarder leur visage. À ce moment-là, une nouvelle série de coups retentit depuis la tour voisine, pas celle-là, mais celle d'à côté. Jean, ayant rejoint l'assistant du sonneur, lui expliqua qu'il fallait répéter le motif connu dans la ville sous le nom de « rassemblement contre le mur » et ajouta 2 coups rares que le vieux maître appelait la fausse route. En bas, les gens ne se précipitèrent pas vers eux, mais vers le marché. Les hommes armés échangèrent un regard et coururent vers l'endroit où le bruit était le plus fort. Ce n'était ni un miracle, ni un hasard, mais un calcul précis. Le son avait guidé la foule. Ils sortirent par le portillon latéral. Le vent murmurait près de l'eau. Des piles de tonneaux étaient empilées sur le quai. Le messager trouva une péniche baroque chargée de céréales, sur laquelle on pouvait voir l'ancienne marque des meuniers. Il dit que les meuniers se devaient de l'argent aux parrains et qu'il valait mieux rembourser la dette en silence. Il y avait de la place sous une toile épaisse sur la péniche. Jacques dit qu'Anna passerait en premier, lui la suivrait. Guillaume se tint à côté, prêt à repousser quiconque. À ce moment-là, un homme vêtu d'un beau manteau apparut sur le rivage. Il était accompagné de 2 personnes. Il faisait partie de ceux qui aiment montrer leur pouvoir sans armes. Il dit qu'il avait déjà vu ce groupe près du monastère et qu'il reconnaissait la moitié du blason. Il a dit qu'il y a de nombreuses années, c'était lui qui avait tendu la main sous la fenêtre d'un inconnu et pour qui la sage-femme avait ouvert la porte. Il a dit qu'il se souvenait de l'enfant qui avait été déposé dans le panier et que cet enfant avait grandi dans la maison de son parrain. Sa voix était calme, mais on y percevait l'habitude de donner des ordres. Guillaume comprit
qu'il avait devant lui un homme issu du passé lointain de sa mère. Anna vit à l'index de cet homme une bague portant une copie exacte du signe sur la tablette. Le messager se raidit. La femme âgée recula. L'homme au beau manteau déclara que la dette devait être remboursée en totalité et non par moitié. Il sortit un couteau. Il affirma que cette ville était fondée sur l'obéissance et qu'un fils sans nom n'avait pas sa place aux côtés d'une artisane. Il déclara que des nuits comme celle-ci étaient nécessaires pour que tout revienne à la normale. Guillaume s'avança et dit qu'il avait vécu dans des maisons où l'habitude de diviser les gens en supérieurs et inférieurs n'apportait que du vide. Il dit que cette nuit-là, chacun était responsable de lui-même et de ceux qu'il guidait. Il prit une grosse corde servant à attacher les tonneaux et la jeta sur les genoux de l'homme. Celui-ci trébucha. Le messager coupa la torche et jeta le morceau enflammé sur le sol. La femme âgée fit un signe de tête à Jean. Celui-ci frappa la plaque de fer près de la porte, et le bruit se propagea dans la profondeur de la cour, où se tenait une autre troupe, et les distraya pendant une seconde. Cette seconde suffit pour que tout le monde saute sous la voile. La péniche se mit en route. Les gens sur la rive criaient quelque chose, mais leur voix se perdait dans l'obscurité. L'eau de la rivière était sombre et lourde, mais elle coulait. Derrière eux, la ville respirait le feu et le fer. Devant eux s'étendait un mur d'ombre. La nuit ne s'achevait pas, elle changeait simplement de forme. Il y avait peu de place sur la péniche. Anna sentait le bois avec son coude, le tissu avec son épaule et le souffle de Seine. Jacques tenait le sac contenant les lettres. Guillaume s'appuya contre le bord, les protégeant, même s'il comprenait que s'il décidait de les intercepter, l'acier briserait toute résistance. Jean était assis tout au bord, écoutant les sons lointains. Il comptait les coups comme on compte les pas, et dans ce décompte, il y avait un ordre qui l'aidait à ne pas perdre la raison. Le messager raconta ce que personne ne savait vraiment. Il était garçon de service dans le fournil du monastère quand la sage-femme y amena une dame avec un bébé. La dame avait dit qu'elle devait se cacher pendant que son sort était décidé. Elle avait laissé la moitié d'un blason et une lettre dans laquelle elle demandait au relieur Jacques de garder les papiers. Depuis, le messager avait grandi et était devenu un homme avec des relations rares. Il n'était pas riche, mais il savait où aller et à qui s'adresser. Il a dit qu'il ne se considérait pas comme un héros, mais qu'il estimait important de rembourser ses dettes. Son discours ne contenait pas de belles paroles. Il expliquait calmement comment des choses simples, le pain, les fours, les clés, les portails, faisaient fonctionner la ville. Anna regardait la planche avec l'écusson assemblé. Elle ne pensait pas à l'écusson, mais au fait qu'elle entendait désormais son nom différemment. Jacques serrait les lettres dans ses mains et pensait à la façon dont les anciennes décisions revenaient dans le présent. Guillaume passait silencieusement ses doigts sur le bord de la toile, comme on passe ses doigts sur le bord d'une page. Il se souvenait de sa mère. Elle lui avait dit un jour que le travail et le savoir
était son véritable bouclier, et non les armoiries d'un étranger. Il comprit qu'il était temps de faire un choix, non pas en fonction de son sang, mais en fonction de ses compétences et de ceux pour qui il était prêt à se battre. La barge avançait, mais ils furent arrêtés près du pont. Des hommes vêtus de capes sombres leur demandèrent pourquoi ils transportaient leur cargaison de nuit. Le batelier répondit qu'il transportait du grain pour le monastère. L'un des hommes en cape demanda à ce qu'on soulève la toile. Le batelier haussa les épaules et retint sa main. Jean lui a discrètement fait remarquer qu'il y avait à côté un bateau avec la même voile, sur lequel naviguait un honnête pêcheur, et que s'il faisait maintenant signe, en réparant la corde, un craquement habituel, les pêcheurs comprendraient et commenceraient à se disputer avec les inspecteurs. C'est une vieille astuce. Le bruit des disputes détourne l'attention du bateau recherché. Le batelier saisit l'idée. Il commença à tirer sur la corde, qui se rompit délibérément dans un craquement assourdissant. Un cri indigné retentit depuis le bateau voisin. Les pêcheurs se disputèrent avec les inspecteurs, qui furent distraits un instant. La péniche chargée de céréales passa sous le pont. Ce fut une petite victoire de l'habileté et de l'ouïe, et non des titres. À l'aube, qui n'apporta pas la lumière car la fumée recouvrait la rivière, ils débarquèrent près des anciens entrepôts. Il y avait moins de monde là-bas. Le messager les conduisit chez une femme qu'il appelait Tante Katia, le nom d'une veuve du village qui vendait de la farine. Elle accueillait les gens sans poser de questions. Sa maison était propre, un sac contenant des outils pour réparer les roues était accroché au mur. Elle apporta une soupe chaude et dit qu'il pouvait occuper la grange jusqu'au soir. Elle ajouta qu'en cas de besoin, elle pouvait appeler le greffier de la ville, qui était loyal envers ceux qui travaillaient de leur chemin. Cette intervention semblait simple, presque banale, mais c'est elle qui a changé la donne. Une bienfaitrice inattendue, sans noblesse, sans armes, mais propriétaire de la farine et de la cour, a ouvert son refuge et donné du temps. Elle n'a demandé ni leur nom, ni leur religion. Elle a seulement dit que différentes personnes étaient passées par là et que dans les moments difficiles, l'essentiel était de survivre à la nuit. Dans la grange, ils ont disposé leurs affaires. Jacques a sorti les lettres. Il avait eu peur de les ouvrir pendant toutes ces années, et il avait encore peur maintenant. Mais il comprenait que la vérité devait agir, et ne pas rester un fardeau mort. Il a délié le ruban bleu. À l'intérieur, il y avait une histoire racontant comment l'enfant de la maison de la dame devait un jour découvrir qui était son père. Il y était dit que le père était de la maison, qu'il était désormais lié au parrain, et qu'un jour, ce lien lui permettrait de ne plus s'humilier devant ceux qui aiment opprimer. Les lettres n'étaient pas pathétiques, elles étaient pratiques. Elles énuméraient des noms, des dettes, des accords. Entre les lignes, on pouvait lire une demande. Ne levez pas les poings, levez les papiers. Guillaume proposa de séparer les lettres et d'en faire des copies, afin de ne pas tout perdre d'un coup en cas de perquisition.
Anna s'assit à une table basse et trouva rapidement le bon rythme. Elle n'avait pas appris à écrire avec des professeurs, mais elle avait toujours observé son père. Ses lignes étaient régulières. Jacques la regardait avec fierté. Jean s'assit près de la porte, à l'écoute de la cour. Au milieu de la journée, 2 personnes, portant les insignes de l'administration municipale, entrèrent dans la maison de la veuve Catherine. Ils dirent qu'ils effectuaient un contrôle des réserves de farine. À ce moment-là, tout était calme dans la grange. Catherine les accueillit avec réserve et leur offrit du pain. Elle dit que la farine était marquée du sceau des meuniers, que tout le monde connaissait, et que les factures se trouvaient chez le greffier. Elle a montré les sacs correctement étiquetés, mais a commencé à déplacer les cruches pour couvrir les traces menant à la grange. Elle parlait calmement, sans élever la voix. Les inspecteurs ont regardé l'ordre qui régnait et se sont retirés. Il leur était plus facile de chercher là où il y avait de la saleté et du bruit. Il s'agissait là encore d'une petite intervention d'une personne sans titre, mais influente. Lorsque les inspecteurs furent partis, un homme que personne n'attendait entra dans la grange. Celui-là même qui portait un beau manteau. Il avait suivi la péniche depuis le rivage. Il traversa les cours et trouva la maison de la veuve. Il a dit qu'il savait où se cachaient les désobéissants. Il souriait sans chaleur. Il a dit que tout pouvait être réglé rapidement si on lui remettait les lettres et si on reconnaissait que le jeune homme de la maison du parrain n'avait droit à aucune parenté, ni à aucun signe distinctif. Il a expliqué que la justice était un ordre qui convenait aux puissants. Ils étaient 3. L'un d'eux se tenait à l'entrée de la grange. Le deuxième longeait le mur. Ils avaient dans les mains des bâtons et des épées courtes. Jean, qui était assis près de la porte, comprit qu'il était inutile de parler. Il se leva doucement et se plaça derrière celui qui se tenait à l'entrée. Il se souvint de la boucherie, où chaque jour, il fallait évaluer instantanément la trajectoire du couteau et le poids de la carcasse. Il saisit le moment où celui-ci relâcha légèrement son étreinte et arracha des fixations la traverse sur laquelle étaient suspendus les sacs. La traverse tomba et heurta les jambes des 2 hommes. De la farine se répandit. Dans le nuage de poussière blanche, personne ne voyait rien. Anna, qui était assise à table, jeta un sac vide par terre. Jacques renversa la table d'un coup sec. Guillaume, qui vivait dans une maison où l'on appréciait les rapières, mais qui ne s'entraînait pas souvent lui-même, se comporta non pas comme un noble, mais comme un artisan. Il prit une lourde presse et la dirigea vers le ventre de l'un des assaillants. Celui-ci se courba et tomba. Le messager saisit le couteau que celui-ci avait laissé tomber et le jeta dans un coin. L'homme au beau manteau se retira dans l'ombre. Il comprit qu'il perdait son avantage dans la grange exiguë. Il a dit qu'il partirait et reviendrait avec des gens qui savent de manier le feu, et qu'il ne resterait alors plus rien de la grange. Il a ajouté que la loi était de son côté, car la loi appartient à ceux qui détiennent le pouvoir.
Il a dit que cette nuit apprendrait à tous à se taire. Il est parti, laissant derrière lui une menace. Il comprenait qu'il restait peu de temps. Le messager a dit qu'il fallait apporter les lettres au greffier dont Katharina avait parlé. Ce greffier travaillait au tribunal, mais n'avait pas peur de travailler avec ceux que les autres évitaient. C'était un homme simple, qui avait gravi les échelons grâce à sa main ferme et à sa mémoire des chiffres. Il était connu pour aimer l'ordre dans les papiers plus que l'ordre chez les gens. Il n'était pas l'ami d'Anna et de Guillaume, mais il pouvait devenir celui qui consignerait la vérité sur le papier. La journée s'étirait comme une corde. La ville bouillonnait tout autour. Le soir venu, le calme revint peu à peu. Ils se rendirent chez le greffier en passant par les cours où fumaient des chaudières à lessive. Sur leur chemin, ils croisèrent à nouveau des gens qui dessinaient des signes à la craie. Jean remarqua que de petits motifs apparaissaient désormais à côté des signes, comme si quelqu'un précisait la liste. Il comprit que le jeu devenait plus subtil. Il dit que désormais, les marques permettaient de distinguer ceux qui savaient et que le danger avait augmenté. Il proposa d'effacer la craie, non pas avec la paume de la main, mais avec un chiffon humide, et de saupoudrer de la cendre à côté pour que la blancheur ne revienne pas. Anna fit ainsi sur 3 portes en chemin. C'était un détail, mais cela donnait une chance à ceux qui viendraient plus tard et verraient une porte propre. La maison du greffier était basse et sombre. Il était assis à sa table, une plume d'oie à la main, et examinait un petit seau. Il les écouta rapidement, sans pitié ni colère. Il dit qu'un jour comme celui-ci, il ne pouvait défendre personne, mais qu'il pouvait faire ce qu'il savait faire: rédiger les papiers de manière à ce qu'ils soient difficiles à contester. Il prit la lettre de la dame, la moitié du blason de Jacques et le sceau sur la feuille de papier de Guillaume, les joignit et dit qu'il voyait une correspondance entre les lignes. Il rédigea un document dans lequel il indiquait que la famille du parrain avait accueilli l'enfant de la dame et lui avait reconnu le droit d'être protégé contre toute poursuite jusqu'à la fin de la procédure. Il ajouta que cela ne conférait pas la richesse, mais offrait une protection légale à ceux qui décideraient de s'approcher de trop près. Il dit que les copies seraient conservées chez lui et chez la mère supérieure du couvent, dont le nom était connu de la mère. Il était sec, mais honnête. Ce n'était pas du romantisme, mais un ordre construit de ses propres mains. Ils partirent au crépuscule du lendemain. Paris bourdonnait, mais moins fort, la fatigue pesait sur tout le monde. Anna sentit que la peur n'avait pas disparu, mais qu'elle avait trouvé un sens. Jacques semblait plus âgé. Jean était pâle, mais ses yeux brillaient. Le messager marchait légèrement en retrait, comme une ombre, et surveillait les ruelles. Ils rencontrèrent à nouveau l'homme au beau manteau, désormais accompagné de personnes plus riches et mieux armées. Il dit que les papiers du scribe ne servaient à rien si c'étaient les épées qui décidaient dans la rue. Il a ajouté que seuls ceux qui savent mettre le crayon à temps restent riches. Il a jeté avec mépris un sac de céréales aux pieds d'Anna, comme pour lui rappeler comment la journée avait commencé. Il a levé la main, et les hommes derrière lui ont sorti leurs couteaux. À ce moment-là,
un groupe de personnes armées de bâtons en bois et de torches est sorti du coin de la rue. Il s'agissait d'ouvriers des fours, de meuniers, de serviteurs du monastère et de quelques gardes du marché qui n'avaient pas reçu d'ordre pendant la nuit. En tête marchait une femme âgée de la boulangerie et la veuve Katharina. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus pour les armoiries, mais pour empêcher cet homme de brûler leurs granges et leurs entrepôts. Ils ont dit que la veille, cet homme avait tenté d'intimider 2 veuves et de brûler une charrette remplie de farine, et qu'il ne s'agissait pas de religion, mais de pouvoir sur la nourriture. Ils ne criaient pas, ils formaient simplement un mur. L'homme au beau manteau ne s'attendait pas à ce que les gens du peuple se dressent ainsi contre lui. Il réfléchit et comprit qu'il avait moins de chances de réussir sans faire de bruit. Il commença à reculer, mais dit qu'il reviendrait. Il a essayé de partir la tête haute, en conservant son air important, et a trébuché sur les cendres que Jean avait répandues la veille au coin de la rue. Il est tombé, s'est cogné la tempe contre le bord du tonneau et a poussé un cri. Ces hommes l'ont relevé et emmené. Ce n'était pas un massacre sanglant, mais simplement la conséquence de la précipitation et de l'orgueil dans une rue sale où règne la cendre. C'était la justice sans spectacle. L'homme qui, le matin, avait divisé les gens, avait glissé à la fin de la journée sur les restes du travail de ceux qu'il méprisait. Le soir, ils retournèrent chez le relieur. Tout était calme. Sur la table se trouvaient 3 livres qu'Anna avait commencé à relier à nouveau. Jacques tria les feuilles restantes. Guillaume apporta de chez son parrain les clés d'un petit débarras, proposé comme refuge temporaire pour ceux qui étaient exposés. Il dit que le parrain, après avoir pris connaissance des lettres du scribe, n'avait pas émis d'objection. Chacun avait ses propres calculs, mais il était plus facile de se ranger du côté du papier que du côté de la force brute. Il ajouta qu'il était prêt à retourner en province pour y relancer l'atelier sous la protection du réseau monastique. Anna acquiesça. Elle approcha sa main marquée d'un croissant de lune de la lumière et regarda la tache de naissance s'assombrir dans la pénombre. Elle comprit que désormais, ce n'était plus seulement un signe de sang, mais aussi un signe de choix, être aux côtés de ceux qui agissent. Jean se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses épaules n'étaient plus voûtées comme avant. Il dit que les gens dans les tours avaient demandé qui avait changé la sonnerie et qu'il avait répondu. C'était un ancien exercice du maître. Il ajouta qu'on lui avait proposé d'être l'apprenti du sonneur et de monter dans la tour non pas comme un garçon avec de l'eau, mais comme quelqu'un qui sait donner le signal nécessaire. Il souriait discrètement. Ce jour-là, il était devenu celui que l'on écouterait quand le fer parlerait. Sous-estimé, il était devenu indispensable. La nuit respirait différemment. Il n'y avait plus de craie fraîche sur les portes. Quelque part, des maisons brûlaient encore, et de nombreuses familles pleuraient. Mais dans cette maison, un autre poids s'était installé, non pas celui de la peur, mais celui de la responsabilité. Ils avaient des lettres, des sceaux, une plaque avec un blason, des copies chez le scribe.
Ils avaient des relations avec les fours, les meuniers, les portails et les embarcadères. Ce n'étaient pas des épées, ni des éperons. Mais ces jours-là, ils tenaient le coup aussi bien que l'acier. Plusieurs semaines passèrent. La ville s'habitua au silence, dans lequel on entendait le grincement des charrettes chargées de farine et le goutte-à-goutte de l'eau des tonneaux. Jacques se remit à relier des livres. Anna tenait son aiguille d'une main sûre. Jean montait dans les tours d'un pas assuré. La femme aînée apportait du pain en échange de nouveaux registres. Catherine vendait de la farine et veillait à ce que personne ne mette de craie sur sa porte pendant la nuit. Le messager partait et revenait, comme un homme sans domicile, mais avec des routes. Guillaume se mit à l'accompagner. Tantôt il portait des paquets, tantôt il aidait le scribe à trier des papiers, tantôt il apprenait aux garçons à faire des boucles régulières chez le maître. Un matin, sur le quai, ils aperçurent cet homme vêtu d'un beau manteau. Il marchait lentement, il avait un bandage sur la tempe. Il ne les regardait pas. Il passa devant eux comme passe celui qui ne commande plus, mais ne comprend pas encore pourquoi. À son doigt, la bague avec le blason était recouverte d'un morceau de tissu, comme s'il cachait au monde le signe qui, hier encore, faisait sa fierté. Ce fut une conclusion tranquille, non pas sur la vengeance, mais sur la façon dont la ville élimine le superflu lorsqu'elle trouve un nouvel ordre. Le soir, Anna ouvrit l'un des livres qu'elle avait réparés. À l'intérieur se trouvait une note de l'ancien propriétaire. Il écrivait que dans les jours de grande inquiétude, les gens recherchent des mots compliqués, mais ce sont leurs compétences simples qui les sauvent. Il écrivait que la cloche n'était pas seulement la voix du ciel, mais aussi l'instrument de l'artisan qui savait changer le dessin. Il écrivait que la justice n'était pas une punition bruyante, mais une chaîne de petites actions justes qui s'additionnaient pour former le résultat. Anna posa sa main sur la page. Elle se souvint de la craie sur les portes, du colis à l'odeur étrange, des plombs au fond du pichet, des moitiés du blason, de la femme près du poêle, du cri près du pont, des cendres au tournant. Chacune de ces choses était un avertissement qu'ils avaient remarqué à temps. Le soir même, Jacques apporta sur la table une planche avec l'écusson reconstitué. Il dit que ce bois pouvait rester chez eux, mais qu'il pouvait aussi être remis à ceux qui conservaient les archives publiques, afin que ce symbole ne devienne pas un motif de nouvelle division. Il dit qu'il était important que ce symbole ne soit pas un droit personnel, mais un document qui mette fin à une vieille querelle. Guillaume accepta. Il dit qu'il voulait rester en ville jusqu'à la fin de l'hiver pour régler ses affaires avec le greffier et la boulangerie du monastère. Il dit qu'il partirait ensuite en province, mais qu'il reviendrait peut-être. Il parlait calmement, sans faire de promesses. Jean se tenait sur le seuil et écoutait. Le son du cloche de l'après-midi était simple, sans fioriture. Il sourit, car il comprit que parfois, il valait mieux que le son prononce des mots ordinaires. Mais il savait que si la nuit revenait, ses oreilles et ses mains seraient prêtes.
Le lendemain, les femmes près du four distribuaient du pain moins cher. Elles ont dit que c'était en mémoire de ceux qui n'étaient pas revenus. Elles ne prononçaient pas de grands discours, elles faisaient simplement du pain. Katharina mesurait la farine d'un long mouvement régulier qui apaisait ceux qui faisaient la queue. Le greffier, en passant, saluait d'un signe de tête, comme quelqu'un qui comprend que l'ordre repose davantage sur de tels gestes que sur des sceaux. Les mois passèrent. Anna commença parfois à prendre des commandes d'élèves qui apportaient de vieux cahiers. Elle ne leur racontait pas en détail l'histoire de cette nuit-là. Elle leur montrait simplement comment tenir l'aiguille, comment faire une marque pour ne pas abîmer la reliure, comment sécher les feuilles pour qu'elles ne se déforment pas. Elle disait que la précision était plus importante que la force. Ses paroles reflétaient l'expérience, pas l'héroïsme. Guillaume, quant à lui, reçut une lettre de son parrain. Celui-ci écrivait qu'il était prêt à mettre fin au litige concernant les anciennes dettes. Si Guillaume continuait à travailler avec le scribe et mettait de l'ordre dans les papiers liés au monastère. Ce n'était pas une reconnaissance de parenté, mais de la valeur du travail. Guillaume y vit un bon signe. Il comprit que parfois, la justice ne se manifeste pas sous la forme d'une décision retentissante, mais sous celle d'une tâche honnête qui donne leur place à ceux qui en sont capables. Jean, dans la tour, commença à former 2 garçons. Il leur disait que la cloche n'était pas un jouet, qu'il fallait connaître les sonneries comme on connaît les rues. Il leur expliquait que le son pouvait confondre le mal s'il était produit au bon moment et de la bonne manière. Il leur disait cela sans crier, simplement comme un maître. Il est devenu quelqu'un que l'on écoute non par crainte, mais parce que ses paroles ne sont pas vides de sens. Une nuit, Anna, en revenant des fours, vit une faible ligne de craie au bord de la place. La main de quelqu'un avait tracé ce signe par habitude. Elle s'approcha et effaça la ligne avec un chiffon humide. Elle saupoudra de cendre par-dessus. Elle ne se mit pas à discuter ni à crier. Elle se contenta d'éliminer le danger. C'était un geste simple, mais ce sont précisément ces gestes qui sauvent. C'est ainsi que s'acheva leur partie de l'histoire. Au cours de cette terrible nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, la cloche devint effectivement un signal, mais pas seulement pour annoncer le malheur. Elle devint un moyen d'avertir, de tromper et de survivre. La craie sur les portes devint un signe que l'on pouvait effacer non pas avec la main, mais avec la connaissance. Le colis s'est avéré être un piège, mais il a été démasqué grâce à l'expérience. Le blason n'est pas devenu une épée de division, mais un nœud qui a été délié et remis aux lettres pour être conservé. Le bienfaiteur inattendu n'est pas venu à cheval, mais de la boulangerie, où la flamme des fours brûle tranquillement. Un talent caché contre le statut social a montré qu'il était plus important d'entendre le métal que de porter de la soie. Le garçon sous-estimé s'est avéré être celui qui change le cours de la nuit. Et la justice finale n'est pas venue d'une haute chair. Elle s'est produite là
où les gens se sont apportés du pain, ont ouvert la porte, ont rédigé un procès-verbal chez le greffier, ont changé le dessin de la sonnerie de la cloche, ont soigneusement recousu la reliure d'un livre déchiré. Et chaque choix était simple et précis, comme il se doit dans une ville qui a survécu à la nuit et veut continuer à vivre.